Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Mon invité dans cet épisode est Cécile Pivot. J'ai tout de suite aimé lire. J'ai appris à lire, j'ai aimé lire. C'est le souvenir en tout cas que j'en ai. J'ai tout de suite aimé ça. Donc après, j'avais tous les livres à disposition. Vous voyez, ça a été très... j'ai eu vraiment eu l'impression de plonger dans la marmite. Et puis pour moi, c'était comme respirer, quoi. Journaliste comme son illustre papa, Cécile a pris son temps avant de se lancer dans l'écriture. Ce sera d'abord, comme d'habitude, le récit de son combat quotidien pour Antoine, son fils autiste, paru en 2017. L'an dernier, c'est avec son père qu'elle a publié Lire, un plaidoyer vibrant en faveur du plaisir de la lecture. Et puis il y a maintenant Battement de cœur, son tout premier roman de fiction qui vient de paraître chez Calman Levy. Cécile y met en scène Anna et Paul, deux êtres que tout oppose. Elle est éditrice, citadine, très bavarde. Il est paysagiste, terrien et un peu taiseux. Ensemble, ils vont former une grande famille recomposée en essayant de préserver la passion des débuts. C'est une histoire d'amour moderne où les sentiments sont disséqués avec une certaine cruauté, mais qui n'en reste pas moins follement romantique. Cécile Pivot, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci. Merci d'être mon invité Merci à vous. pour mon podcast qui s'appelle « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Alors, j'ai posé la question à mes invités en 2018 et vous êtes ma première invitée de 2019. Mais le constat, en tout cas la question, elle se pose toujours et je pense qu'elle est toujours d'actualité. Est-ce que pour vous, Cécile Pivot, les gens qui lisent sont plus heureux que les autres ? Alors, non, je ne crois pas du tout que les gens qui lisent soient plus heureux que les autres. Je pense qu'ils sont ni plus heureux ni moins heureux. Je pense qu'ils ont une vie plus riche. Mais cette richesse n'est pas toujours joyeuse. Je pense que les livres, non. Moi, au contraire, j'aurais tendance à penser que le fait d'être un grand lecteur ou une grande lectrice apporte une certaine gravité dans la vie et aussi un certain détachement par rapport aux choses. Mais je suis pas sûre que ça rende plus heureux, non. Non. Ça, oui, des fois ça nous rend plus joyeux et des fois ça nous rend plus tristes, peut-être aussi plus mélancoliques. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, c'est ça. Mais non, ça me rend pas en tout cas plus heureuse. Mais plus riche, oui, ça c'est sûr. C'est une grande différence. Riche et heureux, c'est pas tout à fait la même chose. Non, on peut être... je pense qu'on peut être riche parce qu'on connaît mieux le désespoir, la tristesse. Oui, non, je crois pas. Je crois que c'est complètement le thème et ce que m'a fait ressentir votre livre, votre premier roman de fiction, Battement de cœur, parce que c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Oui. C'est une histoire d'amour racontée, je ne sais pas si c'est lié avec le titre du livre, mais à 100 à l'heure. J'ai l'impression d'une histoire d'amour, d'abord plusieurs années, d'une vie d'un couple, racontée à 100 à l'heure, avec effectivement beaucoup de joie, beaucoup de peine, et une forme de tourbillon d'émotions qui secoue très fort le lecteur. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui transmettre au lecteur ? C'est ça ? Vous vouliez un petit peu le remuer comme un shaker ? Non, alors moi j'ai pas du tout eu, en tout cas pendant l'écriture, cette impression que ça allait vite, que ça allait à 100 à l'heure. Absolument pas. Il y a même des moments où je me suis dit est-ce que c'est pas trop long ? Parce qu'en fait, au départ, ce que je voulais écrire, c'était l'histoire c'était la séparation qui m'intéressait. C'était ça. Donc du coup, mais évidemment, pour écrire sur la séparation, il fallait que je parle de la rencontre d'abord. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir évidemment à écrire sur la rencontre et puis à me plonger dans la psychologie de mes deux personnages principaux qui s'appellent Paul et Anna. Donc évidemment, en fait, toute cette partie-là est longue. Je sais pas, ça doit faire à peu près la moitié du livre. Donc c'était pas du tout si... Donc après, j'ai un peu oublié la séparation. Mais... Du coup, moi, je me suis dit à un moment, est-ce que je passe pas trop de temps sur cette première partie où ils sont heureux ensemble, où ils se rencontrent, ils apprennent à s'aimer et où ils sont heureux ensemble. Donc non, moi, j'ai pas eu l'impression que ça allait vite. Parce que le bonheur, c'est moins amusant à écrire ou moins intéressant à écrire que la séparation ? Ah, pour moi, oui, beaucoup moins. Ouais. Ah oui, pourquoi ? Oui.
Je sais pas, j'ai plus de mal avec ça. Moi, ce qui m'a... je voulais vraiment raconter... Non, cette première partie, moi, elle a été compliquée pour moi à écrire. Compliquée. Beaucoup plus que... Vous voyez, j'ai un chapitre qui s'appelle... Enfin, un chapitre, oui, qui s'appelle Le Grand Effondrement, qui est le chapitre où vraiment Anna s'effondre littéralement, enfin physiquement et psychologiquement. C'est un chapitre, j'ai eu aucun mal à l'écrire. Aucun. À partir du moment où elle est dans la dépression, le chagrin, j'ai eu aucun problème pour raconter ça. Avant, raconter le bonheur, j'ai plus de mal, ouais. J'aime beaucoup, hein, mais j'ai plus de mal. Et puis, c'est une mode, le feel good book. J'ai l'impression que c'est pas trop votre truc. Pas du tout. Ah ouais, hein? Non, pas du tout. Non, c'est pas mon truc. Après, je respecte. Hein. Je pense qu'il y a plein de lecteurs qui trouvent des solutions qui les aident à vivre. Je sais pas, du soulagement. Moi, pas du tout. Alors, je pense qu'il y a des bons livres dans les feel good. Je doute pas du tout. Je pense qu'il y en a qui sont plutôt sérieux. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que il y a un livre, 2 livres, 3 livres qui ont très très bien marché. Et puis tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines. Et je pense que sur les dizaines et des dizaines, il y en a 1 ou 2 qui sont de qualité. Et que le reste... Oui, je pense qu'on se fiche un peu de la tête du lecteur. Ouais. Oui, ça, j'en suis un peu convaincue même. Ce qui ne veut pas dire que votre roman, il n'est pas romantique. Au contraire, il est follement romantique. Et j'ai l'impression que la romancière qui l'a écrit, elle aime aimer. Ah oui, j'aime aimer. Puis en effet, oui, je pense que c'est un livre très romantique. Moi, j'adore les histoires romantiques, mais j'adore ça. Mais j'aime aussi tout ce qui est mélancolique. Et souvent, je trouve que le romantisme va bien avec la mélancolie, très très bien. Et la passion, c'est la passion aussi qui me fascine. Hein. Et ce que je crois, c'est que, en effet, de mes 2 personnages, alors ça, je l'ai vraiment réalisé pendant l'écriture, c'est que je pense que Anna vit une passion et que Paul ne vit pas une passion. Ils l'aiment, hein. Ce sont 2 êtres qui s'aiment, mais leur amour n'est pas au même niveau, je pense. Et alors, il y a un point de départ comme ça qui est très simple, qui est presque un point de départ de comédie romantique. Alors, même si vous en faites quelque chose de plus sombre, c'est l'idée que dans un couple, c'est pas facile d'être complètement différents l'un de l'autre. Alors elle est éditrice, elle est très parisienne, très, très urbaine. Lui, il est paysagiste, il est beaucoup plus terrien, beaucoup plus calme. La ville, il ne supporte pas. Hein. Dès qu'on jette un papier près d'un arbre, il est foudrage. Les différences, c'est un livre qui montre quand même que les différences dans un couple, c'est pas facile à gérer. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Parce que après ces différences-là, dans la vie de tous les jours, j'en parle plus du tout. Enfin, très peu. C'est-à-dire qu'ils peuvent se chamailler un peu parce qu'il y en a un qui est bordélique et puis l'autre qui est maniaque. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Justement, pour le premier dîner où ils sont ensemble tous les 2, ils parlent de ça. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils sont très différents. Voilà, ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes préférences, ils n'ont pas le même caractère. Mais ils en rigolent, en fait. Et tout ça, parce qu'ils sont en train de tomber fous amoureux l'un de l'autre, tout ça est très léger. Et pour moi, en tout cas, toutes ces choses-là, leurs différences vont rester très légères, n'ont pas beaucoup d'importance dans leur vie. C'est pas du tout ça qui vont faire que leur histoire va connaître des hauts puis des bas. C'est absolument pas à cause de ces différences-là. Et moi, je crois pas du tout que dans un couple, ces différences-là soient importantes. Je crois pas du tout à ça, en fait. Il y a comme la musique. Hein. Lui, il aime The National, elle aime Julien Clerc. C'est vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, je vous assure, c'est possible. Chacun a un casque sur les oreilles et c'est possible. Bon, on va revenir au fur et à mesure au livre. Je voudrais un petit peu que vous me parliez de vous, lectrice. Alors, je sais qu'avec votre papa, Bernard Pivot, vous en avez fait un livre qui s'appelle Lire, qui est sorti il y a quelques mois, dont vous avez beaucoup parlé. Mais on va quand même reparler un peu de cette thématique. Avant d'être écrivain, on est d'abord lecteur. Ce que beaucoup d'écrivains me disent, c'est qu'il y a toujours
toujours un passeur dans leur existence de lecteur. Alors vous, ça semble un peu presque évident, mais c'était lui le passeur, votre père? Écoutez, je sais pas, moi j'aurais tendance à vous dire que non. J'ai pas eu l'impression d'avoir un passeur, moi. Absolument pas. Ou s'il l'a été, je dirais qu'il l'a été de manière très indirecte. Ça peut paraître bizarre hein, de dire ça. Mais parce que mon père m'a absolument pas poussé à lire. Absolument pas. Mon père, il travaillait 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, il n'avait pas le temps. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit, il l'a écrit. Il n'avait pas de temps pour ses 2 filles. Absolument pas. Donc, mes lectures... chez mes parents nous ont jamais raconté une histoire à ma sœur et à moi. Jamais. Ça n'arrivait pas. Donc, en fait, moi, j'ai tout de suite aimé lire. J'ai appris à lire, j'ai aimé lire. Mais c'est le souvenir, en tout cas, que j'en ai. J'ai tout de suite aimé ça. Donc, après, j'avais tous les livres à disposition. Donc, je piochais dans les piles. Ouais. Alors, de temps en temps, bien sûr, j'en discutais hein, avec mon père. Il me disait, tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bon, voilà. Puis, on en parlait 2 minutes. Tu aimes, tu n'aimes pas. Voilà, mais c'est tout. Vous voyez, ça a été très... j'ai vraiment eu l'impression de plonger dans la marmite. Et puis pour moi, c'était... Je sais pas, c'était comme respirer, quoi. Après, comme c'était une vie un petit peu particulière, qu'on avait... on avait 2 parents qui travaillaient énormément, un père célèbre. C'était à la fois une vie formidable puis une vie un peu compliquée. C'était en tout cas particulier. Pour moi, les livres, c'est sûr... les livres ont été un refuge. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre, un peu d'apprendre à vivre à travers les livres. En tout cas, de regarder un peu par le trou de la serrure comment ça se passait entre tous ces gens, quoi, qui n'avaient pas tellement de temps pour les enfants. Et c'était quoi être adulte, et c'était quoi l'amour. Et oui, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre à travers les livres. Donc, dans les livres, vous aviez vous appreniez des choses que vous ne pouviez pas aborder dans les conversations avec vos parents? Oui, probablement. Vous n'auriez pas osé de toute façon? Oui, j'aurais pas osé. Mes parents pouvaient vraiment parler de tout. Hein. C'était pas du tout un souci chez nous. Mais il n'y avait pas le temps. Et puis, je pense que j'avais un caractère aussi qui était comme ça. Je crois que j'étais pas une grande bavarde et que j'étais plutôt très réservée. J'ai aimé lire, quoi. Voilà. J'aimais la vie à travers les livres. Autant que la réalité, peut-être même plus par moment. Voilà. Est-ce que quand on a un père qui a lu beaucoup de livres et qui a rencontré les plus grands écrivains, on a peur de son jugement sur le lecteur qu'on est, sur la lectrice que vous pouviez être? Est-ce que, si vous baladiez dans la maison avec un roman de gare, vous aviez peur qu'ils vous disent « Mais attends, c'est n'importe quoi ce que tu lis, lis plutôt ça ». Ou j'invente une situation qui ne s'est jamais produite? Non, pas du tout. Je vais vous dire pas du tout, parce que mon père a absolument une tolérance immense. C'est une question qu'on m'a jamais posée, ça, mais c'est très intéressant. Mais non, c'est jamais arrivé, parce que mon père a une... Alors que moi, je pourrais être comme ça avec ma fille, vous voyez. Je pourrais être comme vous dites. Mais mon père l'a jamais été, parce que... oui, il a une tolérance vis-à-vis du livre, voilà, du livre. Et de l'écrivain. Donc non, il n'y aurait jamais eu ça. Il n'y aurait jamais eu de sa part du mépris en me disant qu'est-ce que tu lis là? Non, pas du tout. Après, il aurait pu me dire gentiment tu lis ça? Ah oui, tu lis ça. Tiens, peut-être qu'après, si tu as aimé ça, tu peux essayer de dire ça. Mon père serait comme ça. Tu peux essayer peut-être de dire cet auteur qui aurait été un auteur dans la même lignée, vous voyez, mais un cran au-dessus. Donc c'est comme ça. Gentiment, il aurait pu me dire ça. Et après, je me serais dit, tiens, pourquoi? Ah oui, peut-être qu'il me propose ça, c'est peut-être pas terrible ce que je lis. Voilà. Et vous n'êtes pas comme ça avec vos enfants, alors? Non, ma fille, j'ai tendance à... Non, ma fille, si elle lit des choses un peu trop faciles, j'aurais tendance à être un peu plus en disant, Lou, tu peux peut-être lire quelque chose d'un peu plus intelligent que ça. Voilà, mais oui. Mais non. Mais non, voilà. Est-ce qu'il y a un roman dans votre adolescence qui change tout, qui vous transforme en lectrice différente, ou est-ce que non, c'est un... Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pas ça. J'ai pas. Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai aimés et que j'aime toujours, mais non, j'ai pas eu ça. Un seul auteur.
Non, j'ai vraiment des auteurs que j'ai tout de suite aimé, que j'aime toujours, comme Paul Auster, comme Ian McEwan. J'aimais aussi beaucoup Alice Ferney. Mais non, j'ai pas eu ça. Est-ce qu'il y a des... donc, Murakami, enfin des Ouais. auteurs comme ça, oui, c'est des auteurs que j'ai toujours suivis et que je suivrai, j'espère toujours, enfin longtemps. Philippe Roth, bon ça j'en parle même pas, mais pour moi c'est là, tout en haut. Mais les écrivains que vous avez cités, vous les lisez systématiquement? Est-ce qu'ils vous accompagnent depuis toujours? Ou est-ce qu'il y en a certains, bon, moi je pourrais vous donner mon expérience personnelle, mais est-ce qu'il y en a, parfois il y a des écrivains qu'on lâche pendant quelques livres et puis auxquels on revient. Est-ce que vous êtes fidèle en lecture? oui, je suis fidèle. Je suis très fidèle. Alors après, oui, je suis très fidèle. Je pense qu'il y a à peu près une trentaine d'auteurs. De toute façon, je vais acheter leurs livres. Je ne vais pas lire les critiques. Ça m'intéresse même pas. Je vais lire. Je veux dire que le métier de journaliste ne sert à rien dans ces cas-là. Si, non, il sert. Non, c'est formidable. Mais je vais lire les critiques plutôt après. Mais je vais pas les lire. Enfin, sauf si, franchement, voilà, si on me dit, j'entends que vraiment c'est très mauvais, que c'est très décevant. Bon, je suis pas sûre que je vais le lire, mais des auteurs comme ceux que je viens de vous citer, j'y vais tout de suite, quoi. Tout de suite. Même si... Pour moi, ça fait partie du parcours de l'écrivain, c'est-à-dire que des écrivains que vous aimez et qui vous ont donné énormément de bonheur, et ben, s'ils écrivent un livre qui est un petit peu moins bien, c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Ou que vous aimez moins. C'est aussi deux chemins qui peuvent se séparer. C'est pas que eux écrivent un livre qui est moins bon, c'est aussi que c'est un peu comme dans une histoire d'amour. On en revient à un battement de cœur, voilà, oui. vous pouvez La relation qu'on a avec un écrivain, exactement. C'est comme une histoire d'amour. Exactement, c'est pas obligatoirement l'écrivain qui a tort et vous qui avez raison. C'est aussi pas du tout, je crois pas à ça. Mais vous pouvez être déçu. Mais moi, je pense qu'un écrivain qui vous a donné beaucoup de bonheur, et ben oui, il faut le suivre, il faut acheter ses livres. Votre dernier coup de foudre littéraire, c'est quoi? Mon dernier coup de foudre, vous savez, j'ai une très mauvaise mémoire. Et ben, je vais vous dire, vous allez risquer d'être déçus. J'ai terminé hier dans le train, j'ai terminé un livre que je n'avais pas relu en fait depuis l'âge de peut-être 15 ans, 16 ans. C'est Bonjour Tristesse. Ouais, je ne l'avais jamais relu. Et je l'ai offert à ma fille pour Noël. Et du coup, après, elle a aimé, donc j'étais ravie. Et puis, du coup, je l'ai lu hier et c'est formidable. Voilà, écrire ça si jeune, je trouve ça magnifique, quoi. Et puis, elle a une façon comme ça de décrire un peu la mélancolie, d'écrire sur la mélancolie, la chaleur, la mer, le farniente. C'est génial, quoi. Génial. Voilà, vous voyez, c'est un grand classique, mon coup de foudre. Et votre dernière déception amoureuse, littéraire? Littéraire. Si, avant, j'ai lu juste avant, pardon, j'ai lu le Houellebecq. Ouais. Voilà. Je peux pas vous dire que c'est une déception. J'ai pas été déçue, mais moi, je suis pas. Je dis ça parce que je l'ai lu juste avant. Écoutez, je sais pas. Moi, je sais pas quoi dire en fait autour de Houellebecq. Je comprends pas en fait. Voilà, je comprends pas. Vous comprenez pas qu'on en parle plus que des autres. Tout ce barouf autour de Houellebecq. Je pense que je trouve que c'est un bon écrivain. Mais alors, à ce point-là, je vois pas en fait. Je vois pas. Donc je lis, à chaque fois je lis, et puis je me dis peut-être qu'un jour je vais comprendre. Non, en fait je comprends pas. Alors on me dit, mais alors oui d'accord, celui-là il est un peu décevant, mais la carte des territoires, rappelle, c'est bien. Je suis toujours pareil, moi ça me laisse un peu de marbre en fait, Houellebecq. Ça me laisse un peu... celui-là, alors je dirais que celui-là presque moi j'ai plus ri à celui-là. J'ai pas mal rigolé sur celui-là. Puis sur le côté tellement dépressif, que c'en est presque rigolo. Ça en devient drôle. Après, il tient des propos, moi je trouve... il a une façon, un regard sur les femmes notamment qui me désespère, mais bon, voilà. Non, je comprends pas bien. Voilà. Et Murakami, en revanche?
À Murakami, Il déçoit jamais. jamais. Jamais, hein. Non. Vous avez lu Le meurtre du commandeur, Ouais. les deux tomes? Ouais, Moi, je l'ai terminé il y a quelques jours, le C'est deuxième. Ouais, c'est formidable. On se sent un peu orphelin quand on termine un Murakami, non? Oui, absolument. Après, moi, je les confonds tous, les Murakami. Il y a un moment où, pour moi, c'est... je sais pas comment vous dire, c'est quand je pense à Murakami, je trouve comme ça des personnages un peu évanescents qui disparaissent. Non, moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous êtes rendu compte je me suis aperçu, on va dire, donc il y a 2 tomes dans Le meurtre du commandeur d'Haruki Murakami, 2 livres, c'est un grand livre qui a été coupé en 2, je crois, pour l'édition française, hein, il me semble qu'il existe en un seul livre, et je pense qu'aux 3/4 du livre, j'ai découvert qu'en fait, on ne connaissait pas le nom du narrateur. Je ne m'en étais pas aperçu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand vous dites qu'effectivement, on peut confondre les personnages et... Oui, je trouve hein, que quand vous lisez... enfin, j'ai probablement pas lu tous ces livres, hein, il y en a que j'ai pas dû lire, mais tout ça, après, se confond un peu. Mais j'aime bien. Il y a une ambiance très particulière, j'aime beaucoup, ouais. Il y a beaucoup de talent, Murakami. Ouais. Kazuo Ishiguro aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien la littérature japonaise. Je la trouve vraiment très unique. Vraiment unique. J'avais lu aussi un livre qui avait été pour moi une révélation. Évidemment, je ne me souviens plus du titre du livre. C'était d'une auteure qui s'appelle Mitsuyo Kakuta, qui a écrit un livre chez Actes Sud, qui est un livre formidable. Mais formidable. Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait bien marché en France, j'en sais rien. Qui est l'histoire d'une... mais c'est génial, ce livre. Et je l'ai découvert, moi, au Japon, ce livre. Qui est l'histoire d'une femme, en fait, qui vole un bébé. C'est formidable. Il faut lire ce livre. Mais La cigale du 8e jour. Et bien voilà. Donc ceux qui nous écoutent vont aller le chercher. Lisez La cigale du 8e jour. Ah ouais. J'espère qu'on le trouve toujours. Parlez-moi un peu de la romancière que vous êtes devenue. Si je vous dis que vous publiez... Alors, vous aviez publié un livre sur votre fils l'année dernière, sur la maladie de votre fils. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, puisqu'on est en 2019, effectivement. J'ai encore du mal à changer d'année. Vous abordez un peu l'autisme dans Battement de cœur à travers le fils de l'héroïne. Est-ce que vous diriez que vous êtes devenue romancière sur le tard ou que c'était juste le bon moment de maintenant? Je suis devenue romancière sur le tard, oui, c'est sûr. J'ai 52 ans quand même, donc c'est pas jeune. J'aurais pas pu... Je crois qu'il m'a fallu beaucoup de temps parce que, je sais pas, parce que déjà je travaillais énormément. J'ai réussi à écrire en fait quand j'ai pu être salariée. Avant, j'en aurais été incapable. J'aurais pas été capable, moi, d'écrire un livre en allant au bureau tous les jours et travailler le soir et le week-end. Je sais pas quoi vous dire. J'ai travaillé pendant 29 ans, en fait. J'ai travaillé jeune, moi. J'ai aimé ça, aller au bureau tous les matins et bosser comme une dingue. Vraiment, j'ai aimé ça. Et c'est vrai que le jour où j'ai pu être salariée, je suis partie, moi, vraiment de mon plein gré. J'étais dans la presse. En fait, je me suis retrouvée chez moi et j'étais totalement... j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Démunie? Totalement démunie, quoi. Mais totalement... j'ai eu un an où j'étais même vraiment en mode panique, quoi, en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas faire, quoi. Je savais pas faire. Enfin, je peux pas vous dire. Donc, j'ai vraiment pas été bien. Vraiment pas bien pendant un an. Et puis à un moment, j'ai pas non plus été en dépression, mais j'étais pas loin. J'ai eu peur de ça. Voilà, j'ai vraiment eu peur. Et puis à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire quelques piges comme ça, un peu, garder mon métier de journaliste, que j'aime quand même beaucoup. Et puis, mais en sachant que je ne trouverais pas de travail dans la presse. Voilà, ça je le savais, j'ai même pas cherché à plein temps. Et puis j'ai commencé à écrire. Et ça m'a sauvée. Enfin, vraiment, ça m'a sauvée. En me disant, j'ai toujours rêvé d'écrire. J'ai toujours rêvé d'écrire. Là, j'ai du temps. J'ai la chance d'être financée un petit moment, d'avoir Pôle emploi, ce qui est une chance dans notre pays quand même, il faut bien le dire. Et je me suis toujours plainte parce que j'avais pas de temps d'écrire. J'ai plus de raison de me plaindre. Je peux le faire. Et donc, je m'y suis mise. Et ça a été...
Alors, très franchement, comme d'habitude, pour moi, ça a été plutôt facile à écrire, hein. J'ai mis du temps parce que je suis lente. J'écris pas facilement, donc je suis plutôt lente. Mais ça a été douloureux de revenir sur toutes ces années avec mon fils. Mais au niveau de l'écriture, j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai pas eu de problème d'imagination. Ça n'a rien à voir avec un roman. C'est vraiment un récit, donc je n'invente rien, hein, dans ma vie avec Antoine. J'ai juste eu à travailler, à retrouver, à creuser dans mes souvenirs, dans mon passé, ce qui n'est pas toujours forcément agréable. Mais voilà. Je me demandais J'aurais si... pas pu, pardon, je vous coupe la parole. Oui. J'aurais pas pu commencer par un roman. Je, je pense qu'il fallait que je prenne confiance en moi et que j'écrive d'abord un récit. Où il n'y ait pas, où il y ait pas de travail de l'imagination, ou que j'ai un peu d'assurance. Il fallait que je commence par là. Je ne sais pas exactement pourquoi. Battement de cœur, c'est un peu comme sur la ligne de crête, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de votre vie dans ce roman. On bascule, c'est pas une 100% fiction. Non, c'est jamais 100% fiction, les romans. Enfin, je crois pas. Il y a toujours quelque chose de vous. Vous trafiquez plus ou moins la réalité. Ouais. Quand on parle de Houellebecq, on sait qu'il est très dépressif. Et ça se lit voilà. Dans les romans. Oui, il y a beaucoup de moi. Après, il y a beaucoup de moi, mais ce que fait Anna dans la deuxième partie, enfin, ce qu'elle est capable de faire, moi, j'en serais incapable. Moi, je la trouve très courageuse, Anna. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. Et il y a aussi beaucoup de moi dans Paul. Le rapport qu'il a à la nature, ce que vous disiez tout à l'heure, il peste contre les gens qui font pas attention aux arbres dans nos villes, qui jettent des papiers par terre, ça c'est moi. Moi ça me rend malade. Je dis franchement, ça me rend malade, quoi. Plus ça va, plus ça me... je comprends pas ce rapport qu'on a en effet à la nature, mais bon. Donc ça c'est moi. Anna, c'est une femme de pouvoir. Non, oui, quand je travaillais, j'étais quand même un peu. Oui, vous étiez une femme de pouvoir. Oui. Après, dans les. Oui, bien sûr qu'il y a de moi, évidemment. Il y a de moi, il y a de mon couple. Oui. Et finalement, donc il est arrivé comme ça, en deuxième position. Que c'est votre deuxième livre. C'est un roman. Troisième livre. Il y a eu Lire avec mon père. Avec votre père. C'est quand même c'est le roman que vous rêviez d'écrire quand vous ne pouviez pas écrire, ça? Ou est-ce qu'il est né finalement? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, quand j'ai commencé à écrire quand j'ai voulu écrire un roman, où je me suis dit, j'aimerais bien écrire un roman, j'ai vraiment tourné autour de plusieurs sujets différents. Vraiment. Très vite, le thème de la séparation est arrivé. Voilà. Mais non, c'était pas le sujet dont je rêvais de parler depuis des années. C'est une émotion particulière de la publication de ce premier roman. C'est un truc dans votre tête, vous y étiez préparé depuis des mois, des années, ou... Ça, c'est toujours pareil. C'est comment vous dire? Pour moi, devenir écrivain, c'était un rêve. C'était mon rêve de devenir écrivain depuis toujours. Après, j'estimais que, en tout cas, c'était compliqué pour moi. Quand vous êtes la fille de Bernard Pivot, c'est très compliqué. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour écrire. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Je dis ça, oui, c'était un rêve d'écrire. Donc, j'y suis venue tard. Et donc, j'ai commencé par un récit, puis j'ai écrit avec puis j'ai écrit un livre avec mon père. Ce sont 2 livres dont je suis très fière, hein, vraiment. Mais pour moi, on est un écrivain quand on a écrit un roman. Ouais. Voilà, c'est un peu stupide en fait, hein. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, peut-être parce que je lis beaucoup de romans, je lis quasiment que ça. Mais pour moi, on est écrivain. Voilà. Si je n'écrivais pas de roman, je n'étais pas un écrivain. Donc, il fallait que j'écrive un roman. Mais une fois que j'avais écrit un roman, en fait, donc il y a eu ça. Et
une fois donc vous imaginez et en fait, vous écrivez un roman, puis vous arrivez à la fin et puis, il y a une maison d'édition, qui vous dit, «Ah oui, on a aimé, on vous le prend». Donc c'est et vous avez tout ça et vous avez quand ça vous arrive, vous avez 52 ans déjà. Donc c'est pour moi, c'est énorme et en même temps, tous les jours, je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est fait. Bon, bah, oui, bon, bah, voilà, en fait, ça va pas changer ma vie. Ma vie, elle est la même». Vous voyez? C'est un peu je me dis: «Bon, bah, oui, bah, voilà, en fait, c'est fait, le rêve de ma vie, c'est fait». Alors, je vais vous lire. On est le 23 janvier 2019. Et je vais vous lire un tweet Hein, qui a été publié il y a 3 heures. Donc, on est ouais. l'après-midi, hein, il doit être 15h30 à peu près. Ma fille Cécile a publié son premier roman, Battement de cœur, pour lequel j'éprouve de la fierté. Depuis plusieurs jours, j'avais à la fois envie et crainte de le dire sur Twitter. Voilà, c'est fait, je l'ai dit. Alors sachez que donc, ce tweet de votre père Bernard, il a été liké déjà 3626 fois. Donc c'est pas mal. Je sais, je l'ai lu, Ah, j'ai même oui. répondu, Ah, vous êtes ouais. dans les réponses? Oh non, je lui ai juste répondu: «Merci papa», point d'exclamation, voilà. Alors ça m'amène à un sujet que j'aime bien aborder avec les écrivains. Alors c'est pas facile d'écrire, effectivement, vous l'avez dit, quand on a un job de nos jours de 24 heures sur 24, on a des vies très, très remplies. C'est pas facile de lire non plus parce qu'on est entouré, on est sollicité en permanence. Et c'est un peu une des thématiques de ce podcast, c'est de se demander, si à l'ère des réseaux sociaux, lire, c'est pas devenu un acte de résistance. Si on n'est pas des grands rebelles, parce que tout nous pousse à délaisser les livres. Vous ne trouvez pas? Si, si, même moi alors, je m'aperçois, que plus ça va là, plus ça va et je me suis dit ça hier, je me suis dit: «Il faut que j'arrête, il faut que je fasse attention». Plus je passe de temps sur Twitter, vraiment, trop. Trop, je vois bien. C'est-à-dire que moi, je lisais énormément dans le métro. Là, j'ai l'impression que mon temps de lecture a été raccourci de moitié presque. Mon premier geste en ce moment dans mon sac, c'est pas pour prendre un livre, c'est pour prendre mon portable. Et là, je me suis dit qu'il fallait que ça cesse, en fait. Vraiment. Donc, si vous imaginez, quand vous aimez lire, que vous avez... Déjà, moi, je m'aperçois de ça. Je me dis, oulala, Cécile, attention. Donc, pour pour les gens qui n'aiment pas trop lire ou qui ont du mal à lire, ou les enfants derrière nous, les générations d'après, est-ce que c'est compliqué? C'est super compliqué. Ah, je vais vous raconter, enfin, c'est pas tout à fait... c'est une anecdote qui n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'a marqué. Hier, j'ai pris le train. Je suis allée présenter mon livre aux libraires de Montpellier. Voilà, c'était un moment fort sympathique. Et donc, je suis rentrée en train. Je crois qu'il y a 4 heures de train, quelque chose comme ça. À côté de moi, j'avais un monsieur qui travaillait sur son ordinateur. En face de moi, j'avais une jeune femme qui a passé 4 heures à jouer à, je peux pas vous dire à quoi, un jeu avec des bulles, là, je sais pas quoi, là. 4 heures. Hein. Ouais, ouais. Et voilà. Non. Et à côté, une dame qui devait avoir à peu près 70 ans, qui a passé 4 heures, pas de livre, pas de journal, pas de portable. 4 heures, elle n'a pas dormi, à regarder autour d'elle, à nous regarder, je crois même pas qu'une fois elle ait fouillé dans son sac ou rien. 4 heures à regarder autour d'elle, ou la table, en fait, on voit plus des gens comme ça, qui passent 4 heures juste à observer. Je parle même, ouais, c'est même pas, on fait plus. Ce serait compliqué. Ce serait très compliqué. Ouais. Très. Je me suis dit, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est une extraterrestre, cette femme. Mais vraiment, hein, je me suis dit ça. Mais les gens qui ont des livres aussi sont un peu... Quand même, il en reste un pas mal dans le métro, dans les trains. Moi, je trouve qu'il y en a encore. Vraiment. Vous, c'est votre cas? Vous avez toujours un livre dans votre sac? Ah oui, toujours. Vous avez quoi dans votre sac en ce moment? Hier, j'en avais 2. Je suis rentrée. Ah oui? Alors oui, je vais vous dire, Oui. je suis rentrée en train. Donc, j'avais pris Bonjour Tristesse. Je savais que je l'aurais fini avant. Enfin, je l'avais commencé avant. Je savais que je l'aurais fini. Et donc, j'avais pris un livre de la maison Calman-Lévy, voilà, qui est
San Perdido de David Zuckerman. Ah oui, il paraît que c'est très bien. C'est très bien, absolument. Donnez-nous envie de le lire. C'est très très bien. Non, c'est très très bien. Alors je vais vous donner envie de le lire. Pourquoi ? Parce que moi je pense, très franchement, pourquoi j'ai du mal à dire pourquoi encore. Je suis pas sûre que c'est que j'aurais acheté ce roman. Au départ, je suis pas sûre que l'histoire de cet enfant qui grandit comme ça dans une décharge, qui est un enfant très particulier, muet, très fort physiquement, très mystérieux. Je suis pas sûre que moi j'aurais eu envie de le lire. Et en fait, c'est formidable. Vraiment, c'est très très bien. Tous les personnages sont très bien décrits. Lui, c'est vrai que ce gamin, il est fascinant. Il a le sens je trouve que David Zuckerman, il a le sens du détail. C'est très bien. Voilà. Oui. Et puis je pense que c'est quand même un des plaisirs de la lecture, c'est de se laisser tenter par des choses auxquelles on n'est pas habitué, auxquelles on ne croit pas forcément au départ. Ouais, c'est de se laisser surprendre et d'être agréablement surpris, non ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu aussi, je peux parler d'un autre livre ou pas ? Bien sûr, allez-y, on est là pour ça. Roissy, de Tiffany Tavernier. Oui. Alors, je ne sais pas quand c'est sorti. Moi, je l'ai lu un peu tard. Je l'ai acheté un peu tard, ce livre. Je me demande si c'était pas sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est très, très bien aussi. Enfin, moi, l'histoire, en fait, elle parle d'une femme qui vit à Roissy. Avec, vous savez, il y a plein de gens qui vivent à Roissy, dans les parkings, les hangars, je ne sais pas exactement où. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de SDF qui vivent dans les aéroports. Alors, Steven Spielberg, on a fait un film, voilà. Le Terminal, Exactement. avec Tom Hanks, qui est inspiré d'une histoire vraie, d'un monsieur qui vit dans un aérogare pendant des mois. Ah ouais, alors je pense qu'elle a vraiment enquêté sur le sujet, elle a vraiment travaillé sur son sujet. Et c'est très très bien. Vraiment, on découvre des choses, mais sur comment ces gens vivent là-bas, comment ils font pour pas se faire repérer par les caméras, par les gens de la sécurité. Je pense que tout ça est vrai. Super. Formidable. Voilà, c'est aux éditions Sabine Viespeser, c'est ça. J'ai toujours du mal à le prononcer. Voilà. Très bien aussi. Un très bon moment de lecture. Très bon moment de lecture. Battement de cœur, si vous deviez je ne sais pas si c'est bien de vous demander, mais c'est pas si évident, mais si vous deviez le décrire pour quelqu'un, pour donner envie à quelqu'un de le lire, vous diriez quoi ? Je vous deviez en faire la critique. J'ai du mal, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je dirais Moi, je pense que je vais dire quelque chose, mais c'est pas du tout vendeur, mais c'est horrible. Je ne sais pas faire ce que vous me demandez, mais pour moi, c'est une histoire d'amour très classique. En fait, je me suis aperçue que quand on dit ça, en fait, le fait de dire que c'est très classique, ça n'a pas bonne presse du tout. Mais c'est vrai que j'ai voulu raconter une histoire d'amour qui, dans le fond, est très classique. C'est vraiment 2 personnes qui s'aiment et puis un jour qui se séparent. Ça aussi, c'est ça aussi qui était que je tenais absolument à ce que ces 2 personnes se séparent mais s'aiment toujours. Il y a pas de j'ai une amie, vous savez, qui a fait un tweet sur mon livre que j'ai trouvé formidable. J'aurais pas été capable de le faire. Elle a dit le chaos calme des sentiments. Eh bien, pour moi, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le chaos calme des sentiments. Elle s'appelle Nathalie Gonzalez et je trouve que vraiment, je l'ai remerciée parce que c'est ça. C'est une histoire. C'est quand même 2 personnes qui finissent par se séparer. Après, je ne dévoile pas tout ce qui se passe après, mais qui finissent par se séparer alors qu'elles s'aiment toujours. Et moi, je pense qu'en effet, dans une histoire d'amour, il arrive aussi qu'on se sépare alors qu'on s'aime toujours, parce que tout d'un coup, non pas tout d'un coup justement, parce que peu à peu, ou tout d'un coup, il y en a l'un des 2, il y a des faiblesses, une fragilité qui ressurgit et l'autre ne sait pas faire avec, et soi-même on ne sait pas faire avec, et on fonce dans le mur. Je voulais qu'ils s'aiment tous les 2 toujours. Je vais faire mon critique littéraire et je vais lire un passage du livre, ce que je ne fais jamais dans ce podcast, mais j'avais envie de
de le partager avec vous et avec ceux qui nous écouteront. Alors c'est au milieu du livre, hein, c'est vers la page 150 et c'est le moment où ça bascule un peu entre les deux, en tout cas où le doute s'insinue dans l'esprit d'Anna. Et elle raconte, elle dit elle ne saurait dire d'où lui vient ce désir irrépressible d'observer son couple au microscope, mais l'analyse est minutieuse. Elle découpe leur vie en quartiers plus ou moins épais, délicatement ou en tranchant dans le vif, extrait des trésors, appuie là où ça fait mal, isole les parties nerveuses et susceptibles, place les doutes au centre de la lame, en fait surgir les agacements, pose dessus un colorant qui met en évidence la lassitude et les non-dits, fait le point sur la routine, réduit en poudre les ressentiments. À force d'être triturés, malaxés, malmenés, palpés, leur amour devient un monstre sous la lentille grossissante, une forme inconsistante et floue qu'elle ne reconnaît plus. Elle a perdu l'amour de sa vie en cours de route, mais ne sait ni quand, ni où, ni comment. J'ai trouvé ça très très beau, très 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 fort. Et oui, c'est peut-être le moment où le roman bascule. Oui, tout à fait. Je l'ai bien lu. Très bien. Ah oui, très bien. Je suis contente parce que vous l'avez très bien lu. Moi, on m'a demandé dans une émission de lire un extrait et je l'ai très mal lu. Ça m'énerve toujours, mais voilà, je l'ai très mal lu. Mais, pardon, c'était quoi votre question ? Je ne sais plus. Ah bah si c'est le moment de la bascule, oui, c'est le moment finalement... c'est le moment où... C'est-à-dire que jusque-là, Anna, je pense que dans son histoire d'amour, elle allait de l'avant. Elle ne se posait plus de questions. Elle a eu peur au départ. Et puis, elle ne se posait plus de questions. Elle était dans une vie de tous les jours très agréable avec Paul. Et puis, il y a quelque chose, un petit grain de sable qui vient s'immiscer un matin à l'aube. Parce qu'à ce moment-là, Anna est probablement plus fragile, ou qu'en tout cas ses fragilités ont ressurgi, ça c'est sûr, et que elle se penche sur son couple et que c'est une catastrophe en fait, enfin quasiment, c'est une catastrophe. Moi je pense que ce que fait Anna, on peut tous le faire, hein, et on peut... et si on veut, on peut tous en arriver au même constat qu'elle, hein, où on peut trouver que c'est formidable. Mais ce qui est fort dans l'écriture, ce qui est fort, c'est que vous décrivez cette scène un peu comme dans un roman policier, comme les experts qui débarquent sur une scène de crime, ou même à la mort quand on autopsie un cadavre. Là, elle autopsie les sentiments, on sent que elle autopsie son couple, et c'est assez... Oui, moi je suis comme ça en fait. Je suis très pénible pour ça, en effet. Je peux être comme ça. C'est-à-dire à voir le moindre truc qui ne va pas, le moindre changement. C'est épuisant, hein, pour l'autre. Mais je suis comme ça. Mais je pense que les gens qui vivent comme ça ont peur. Voilà, c'est une peur. Donc, mais c'est inutile. Hein, c'est complètement stupide de faire ça. C'est totalement stupide. Mais moi, je ne le ferais pas comme elle, comme ça peut toute une nuit. Mais elle, oui, ça lui tombe vraiment dessus, je dirais. Je l'ai vraiment décrit comme si c'était tout d'un coup une avalanche, vous voyez ? Une avalanche qui l'emportait. Pour moi, c'était ça. Et là, c'est fini, elle bascule. C'est fini. Bon, en tout cas, c'est la matière à un très beau roman que je recommande à ceux qui nous écoutent. Cécile, merci d'avoir été mon invitée. Merci pour les beaucoup. gens qui lisent sont plus heureux. Et puis à bientôt, on se reparle bientôt du prochain roman. Bientôt, peut-être, non, pas tout de suite. Mais avec plaisir, mais pas bientôt. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. Ouais. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les titres des livres évoqués par Cécile Pivot au cours de cet épisode, rendez-vous dans les notes de ce podcast. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.